Let's go. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle série de bières au web. Avant, on était un peu plus des vidéos centrées sur le business local. Et là, avec cette vidéo, on va voir plus le business en ligne. Et donc, pour ce premier épisode, j'accueille Isma. Alors, Isma, il fait partie de mon groupe de travail. Je ne sais pas si vous êtes habitué de YouTube et du marketing. Vous connaissez peut-être la chaîne Marketing Mania. Donc avec Isma, on fait tous les deux partie de la communauté Marketing Mania parce qu'on a acheté ces formations. Et donc dans le cadre de groupes de travail, donc on est par quatre, et ben on se voit depuis quelques mois toutes les semaines. Et voilà, Isma, moi je pense que dans quelques années, voilà, il va bien réussir. Je pense qu'il a beaucoup de maturité et bah ouais, beaucoup de sagesse, surtout pour son âge. Et donc son projet, c'est Coin Codeur actuellement. Et donc il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller la retrouver. Et du coup, bah, Isma, est-ce que tu peux nous te présenter un peu plus, nous dire comment ça a commencé, Coin Codeur, comment t'en es arrivé là? Ok, bah, bonjour tout le monde, bonjour David. Ça fait plaisir d'être là. C'est vrai qu'on en a parlé pendant je crois 2 ou 3 semaines pour faire cette vidéo et je suis très heureux qu'on est là. Donc moi je suis Ismaël. Aujourd'hui je suis un développeur web front-end freelance, donc je travaille pour mon compte. Ça fait à peu près 3 ans que je suis freelance et aujourd'hui ça fait à peu près disons 4 mois que je me lance dans la chaîne YouTube Concodor dans le but de développer une communauté de développeurs web front-end ou des gens qui ont envie d'apprendre le développement web et ainsi leur transmettre mes connaissances et pourquoi pas leur vendre des formations pour qu'ils deviennent des développeurs web. Et tu m'avais dit aussi que tu allais les accompagner jusqu'au processus de se vendre aussi. Effectivement, pas dans le sens les accompagner, dans le sens les préparer les entretiens, mais effectivement, je vais les accompagner par une question qui est très importante quand on veut se lancer en tant que développeur web et surtout quand on est en auto-formation, c'est de leur donner la chance d'avoir un portfolio solide qu'ils peuvent Hmm, présenter à leurs recruteurs lors de l'entretien. ok. Ouais, donc un portfolio, si vous connaissez pas, c'est un exemple de toutes les réalisations qu'on a fait. Et aussi, le mot freelance, c'est indépendant, quoi, qui travaille pour lui-même, mais dans le digital, quoi, c'est à peu près ça. Effectivement, en fait, un freelance, ça veut dire tout simplement, c'est un micro-entrepreneur. Et c'est tout simplement un micro-entrepreneur qui travaille dans une entreprise. Donc, Ok. vu qu'il travaille par des missions dans une entreprise, on dit qu'il est freelance, ça veut dire que c'est lui librement qui se lance dans une mission plutôt que être salarié attaché à une entreprise. Ok. Et du coup, bah, toi, tu nous as dit que tu étais actuellement freelance. Effectivement, ça fait à peu près 3 ans que je suis freelance. J'étais Mhm. salarié avant, Ok. pendant à peu près, je crois, 8 mois. Et ensuite, je me suis mis au freelance directement après cette Et expérience. du coup, quand tu étais salarié, ça avait un lien avec le développement web? Alors non, parce que je suis de formation mécatronique, ce qui veut dire D'accord. mécanique, électronique, informatique et automatique. D'accord. Pour la dire plus simplement, c'est une formation qui te prépare pour créer et développer des robots, Ouais. d'où le fait qu'il y a de la mécanique, d'où le fait qu'il y a plus, c'est pluridisciplinaire. Ok. Donc j'ai fait une formation d'ingénieur pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, les 8 mois de salarié, donc c'était en tant que mécatronicien. Et D'accord. c'est pendant ces 8 mois où j'ai eu de la réflexion par rapport à la formation que j'ai fait, par rapport à l'envie de ma carrière, à qu'est-ce que je veux faire, est-ce que j'ai envie de rester salarié ou est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur. Donc c'est pendant ces 6 mois où j'ai acquis tout un sens de réflexion qui m'a poussé finalement par d'abord changer de formation et de faire du développement web et m'auto-former dans le développement web pour ensuite me lancer directement dans le freelance. D'accord. Et du coup, tu avais peut-être déjà un peu la logique de la programmation? Effectivement. Ce qui m'a vraiment aidé, normalement, une auto-formation de développement web, les gens, d'après mes discussions avec mon entourage, ils réussissent à la faire entre 6 mois à 1 an. Et vu que moi, je suis venu avec une pratique d'informatique, je connaissais pas les langages de développement front-end, je connaissais les langages pour développer des robots. Néanmoins, j'avais à peu près la logique, comment créer des variables, comment créer des fonctions, donc j'avais toute une logique déjà prête.
Il suffit juste que j'apprenne les nouveaux termes. Mm. Et c'est ce qui m'a aidé à apprendre le développement web très rapidement. J'en ai mis à peu près 4 mois, Mm. contrairement à entre 6 à 1 an. J'en ai mis 4 mois à apprendre le développement web front-end et je me suis lancé directement après. Ok. Oh, effectivement, c'est assez rapide. Moi, je me rappelle que quand j'ai repris du coup un an de cours pour être chef de projet multimédia, 4 mois, c'est le temps que j'avais mis à appréhender JavaScript. Donc, Ouais. j'étais passé par HTML, CSS juste avant, mais vraiment, enfin, moi, j'ai eu du mal avec la rigueur du langage. Enfin, j'en garde un mauvais souvenir, quoi. Pour moi, c'était l'horreur. Bah, effectivement, JavaScript, c'est un langage de logique. Donc, tu apprends à peu près à transmettre une idée que tu as dans ta tête avec une logique informatique. Et c'est Ouais, vrai que si tu n'as pas l'habitude de départ, tu as toute une phase où tu vas plus apprendre à transmettre cette logique. Ensuite, il y a une deuxième phase où tu vas acquérir le langage lui-même. Et vu que tu m'as dit que c'était ta première fois, je crois que tu as dû apprendre les deux, d'où le fait que ça a pris à peu près ce temps-là. ouais, Et ouais, ça ouais, c'est ça. fait juste, de passage, tu maîtrises quoi comme langage? Eh ben, HTML, CSS, JavaScript, je maîtrise pas. Mais du coup, comme j'utilise un CMS qui s'appelle Joomla, alors c'est comme WordPress, mais en moins populaire, Mhm. pour ceux que ça intéresse, la solution de base, elle est quand même plus puissante que WordPress. Par contre, euh, c'est moins populaire. Du coup, des fois, il n'y a pas les plugins qui existent, qui sont déjà prêts. Mais par contre, toutes les extensions qui sont sur Joomla, elles sont très robustes. Et du coup, pour un site qui serait professionnel, euh, moi j'aime beaucoup Joomla parce que on peut faire plus de choses de base et du coup pour la maintenance derrière c'est souvent plus simple que WordPress. Il faut quand même mettre plein de plugins dessus. Des fois il y a des interactions et au fil du temps s'il y a des mises à jour qui se disbattent entre elles, ça peut faire plus de problèmes. Mais bon, je dis ça parce que je prêche pour ma paroisse. Quelqu'un qui adore WordPress, il dit que Joomla c'est pour les nuls. Mais ouais, Ouais. c'est deux écoles, quoi. Après, c'est question de sur quel site tu t'es habitué à créer Ouais, les plateformes. c'est ça. Et du coup, quand tu as pris tes habitudes sur un outil, bah, quand tu retournes sur l'autre, tu dis, mais attends, là, on peut pas gérer le multilingue en natif. Qu'est-ce que c'est? Alors qu'en fait, il y a une extension ou un plugin, ils appellent ça dans WordPress, qui doit le faire très bien. Ça Oui. fait combien de temps que tu utilises Joomla? Ça fait depuis 2014. Ah ouais, donc Du- ça fait à peu près plus de 8 ans quand même. Ouais, 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 je commence à bien connaître l'outil. Et j'avais fait un site WordPress du coup quand j'avais repris mes cours, mais du coup, ouais, c'est quasiment tout sur Joomla. J'ai un gros projet sur Bubble qui est plus pour faire des applications et un PrestaShop pour le e-commerce. Mais l'invité aujourd'hui, c'est toi, Isma. Ok, pas de souci. Du coup, vis-à-vis de ton parcours, donc là, ça fait 3 ans que tu es freelance. Qu'est-ce qui vraiment t'a fait basculer? Parce que t'avais un job qui était quand même en lien avec tes études, qui était bien ou Franchement, c'était un bon job dans le sens où j'étais dans une startup qui travaille sur le développement des robots pour l'inspection des canalisations. D'accord. Donc c'était un projet qui touche à l'environnement, un projet très nouveau avec des gens très expérimentés. Donc j'apprenais, franchement, j'avais une très belle mission. Sauf que j'ai pas aimé tout simplement le salariat. Si tu D'accord. veux, je peux, si tu veux, je peux approfondir pourquoi j'ai changé ou pourquoi j'ai eu la réflexion de passer à entrepreneur. Ouais. C'est que tout simplement, j'avais un ami à moi qui est devenu entrepreneur Ouais. et qui a fait le bon choix de partager avec moi ses recettes, pas ses recettes, D'accord. mais le chiffre de ses recettes. Genre, il Ok. me montrait en me disant, voilà combien je gagne par mois, voilà combien je perds de mon temps. Et ça m'intéressait un peu. Et une question qui va sûrement se poser pour les gens qui sont déjà salariés et qui veulent devenir freelance ou micro-entrepreneur, c'est vu qu'on peut gagner beaucoup plus en tant qu'entrepreneur, Ouais. pourquoi on reste dans le salariat? Ouais. Et là, ça se pose en résumé, cette question, ça revient à la sécurité. Parce qu'en tant que salarié, c'est vrai que tu as un salaire entre 2 000 et 3 000 euros jusqu'à 4 000 euros si la personne est vraiment très ancienne dans l'entreprise avec un très bon boulot et la ville et tout. Ouais.
Et c'est la sécurité, c'est-à-dire si jamais tu perds ton boulot, tu as le chômage, si jamais tu vas en vacances, tu es toujours payé. Donc c'est plus des arguments de sécurité que tu as dans le salariat, alors que dans l'entrepreneuriat, tu as plus un argument d'argent, d'aventure, parce que tu peux gagner jusqu'à facilement en tant que freelance. Moi, quand je suis devenu développeur web, les gens ils peuvent gagner jusqu'à 12 000 euros net par mois. Ouais. Donc l'argent, elle est très attrayante côté freelance, mais tu perds le côté sécurité, ça veut dire du jour au lendemain, tu peux perdre ta mission. Et je pense que ça, tu le comprendras aussi. Du jour au lendemain, tu peux ne plus trouver de clients. Il y a des périodes hausses, des périodes basses. Et donc c'est toi qui vas gérer ton chômage et tout ça. Je pense pas que tu sois plus précaire quand tu es freelance parce que même si tu perds un client, tu as quand même tes connaissances qui restent. Et puis après, si tu as trouvé un bon process pour trouver des clients en continu, quelque part, ça peut le faire. Et par contre, je te rejoins sur l'idée que quand tu es salarié, l'évolution, elle est plus lente que potentiellement quand tu es entrepreneur. Euh, Quand tu es salarié, ça se joue une fois dans l'année, il faut faire les évaluations, les choses comme ça, pour espérer gagner 100, 200, 300 euros en fonction du poste. C'est sûr que quand on est à son compte, une mission en plus, ça peut tout de suite faire une différence significative. Par contre, c'est sûr que la question de la sécurité de l'emploi, nous, dans notre communauté, on a plus l'impression que c'est un préjugé qu'on a quand on est entrepreneur, on est peut-être moins précaire. Mais c'est vrai que quand tu es salarié, ça paraît hyper risqué de se lancer, quoi. Ouais, effectivement, parce que en fait, maintenant, je crois que moi et toi, on en parle et ça nous paraît très facile genre, si on était salarié, refaire la même chose, ça nous paraît très facile, mais pour quelqu'un c'est pour la première fois qu'il va quitter le salariat et aller vers l'entrepreneuriat, il va avoir les questions qu'on a tous eues au départ. Est-ce que je vais trouver mes clients? Est-ce que ça va être très fluide? Est-ce que j'arriverai à tenir mes dépenses Ouais. mensuelles? Comment je peux faire? Et donc, il y a toutes ces questions-là qui t'empêchent à sauter le pas. Mm. Personnellement, moi, comme je t'ai dit, il y a mon ami qui l'avait fait, du coup, ça me rassurait grandement de mon côté. Néanmoins, je me posais aussi ces questions. Mais le Et, moment où j'allais vraiment décider, je me suis dit, je le fais, c'est quand le grand argument qui m'a fait pousser ça, c'est que je me suis dit que je ne suis pas quelqu'un c'est pas qui aime la sécurité, tout le monde en aime la sécurité, mais je préfère largement l'aventure. Je préfère la sensation de savoir que j'ai pris un challenge et que je l'ai réussi et que c'est quelque chose au départ que je croyais pas que j'allais être prêt à le faire et que j'ai fini à faire au bout. C'est pour cela que je me suis vraiment lancé. Je me suis dit, il y a mon pote qui l'a fait, je vois des gens ouais, sur YouTube qui l'ont fait, il n'y a aucune raison pour que je ne le fais pas moi aussi. La ouais. seule chose qui me bloque entre moi et le faire, c'est cette phase d'inconnu où je sais pas comment faire et ni par où commencer. Ouais, Et là, j'ai fait ce que tous les gens sur YouTube conseillaient, c'est tout simplement de ne pas avoir un plan B. Ça veut dire j'ai démissionné directement ouais, et j'avais pas de chômage en ce moment-là. d'accord. J'ai passé les 4 mois d'auto-formation, genre juste avec mes économies. Et une fois que j'ai passé ces 4 mois d'auto-formation, j'ai commencé à postuler. C'était une grosse période de stress. Bah, Ouais, pas de stress dans le sens où genre, j'étais ultra stressé, même pas stress, c'était une grosse période de pression. de doute, je dirais, Ouais, avec un peu de pression, ouais. Dans le sens, est-ce que je vais trouver mon premier client? Est-ce ouais, qu'il ne va pas regarder que j'ai changé de formation et qu'il sera c'est lui le premier et tout? ouais. Donc, Et mais du coup, finalement, j'ai réussi à trouver. t'as mis combien de temps, du coup, avant de trouver ton client? Mon premier client, j'ai mis à peu près, je dirais 2 mois. D'accord. Deux Et mois. du coup, c'était pas dans le développement. Effectivement, non, c'était dans le développement web. Et Ouais, bizarrement, mon premier client à ce moment-là, il travaillait dans le e-commerce. ok, Donc c'est quelqu'un qui développait des sites pour le e-commerce et qui voulait que je fasse à peu près son interface web. ok, Mais c'était vraiment une mission où j'étais pas très bien payé. Je ouais, crois que j'ai travaillé pour lui 2 semaines temps plein pour 600 euros, ce ouais, qui est vraiment très très bas. Mais pour ouais, une début de mission, je disais pas non. Et c'est grâce à lui, j'ai travaillé avec lui 2 fois de suite. Et ensuite, comme tu as dit, la roue, elle a commencé à marcher. Donc lui, il m'a donné le contact d'un autre, l'autre qui m'a donné le contact d'un autre. Et j'ai commencé à me créer
un petit réseau de gens de e-commerce qui ont Ouais. envie de faire des modifications par ici, par là dans leur site web. Et du coup, ça fait depuis 3 ans que ça tourne bien. Tu... Euh, on peut dire ça. En tout cas, ça tourne bien dans le sens oui, ça tourne bien. Sauf que je veux juste préciser que Ouais, la première année, effectivement, je travaillais avec plusieurs clients qui venaient avec un projet ou un site web qui me demandent est-ce que tu peux me changer ça et ça et ça et ça. ouais, Mais pendant les 1 an et demi, genre ça fait 1 an et demi que je suis stable dans une entreprise en mission. Je suis chez Crédit Agricole. d'accord. Donc, je travaille dans les équipes de Crédit Agricole comme si j'étais salarié, Ouais, avec les mêmes règles qu'un salarié. Sauf que pour eux, je suis un externe, je suis un prestataire qui demande mes services. ouais, Donc, j'intègre leur équipe pour la renforcer. ok. Donc, Et comment ça se fait que tu as fait ce choix, du coup, de revenir presque à un mode de vie salarié? ça, c'est plus, ça venait dans la réflexion où je me disais, OK, freelance, c'est fait. Genre, la machine tourne, sauf que c'est pas, j'ai envie de plus. J'ai envie de faire mon propre projet, j'ai envie d'avoir un truc vraiment à moi. Et il me fallait vraiment d'argent, de l'argent et de la stabilité, un peu de stabilité dans le sens où euh, je sais que c'est ce temps-là que je vais perdre dans la journée pour un client et le reste, ça sera le mien. Ouais, Avant, quand j'avais des je clients qui vois me ce que tu demandaient... veux dire. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Avant, quand j'avais des... Dis-moi. Ouais, c'est-à-dire que tu as quand même besoin d'un revenu. Le fait que ça soit au Crédit Agricole, ça te permet d'avoir ça qui est stable et du coup ta charge mentale, elle est complètement libérée parce que tu te dis, bah, ce temps-là, il est consacré à mon gros client qui me fait mon salaire. Et comme ça, le reste du temps, tu es libre pour développer bah, un autre projet, quoi. Bah, c'est Comme un exactement ça. codeur. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ok. Alors, maintenant que je suis stable chez Crédit Agricole, c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à voir d'abord quel projet j'ai envie de faire. Hmm. Et c'était plutôt quelle vision de nouvelle vie j'ai envie d'avoir. C'était plus ça la question qui m'a ramené vers quel type de projet. Et ensuite à aboutir à faire une chaîne YouTube. Et à aboutir ensuite chez Marketing Mania, acheter la formation et Ouais, ensuite commencer à travailler sur le projet. ok. Et du coup, là, ça fait combien de temps que toi que tu as acheté la formation Marketing Mania? Ça fait à peu près, je dirais, je crois que je l'ai acheté en fin décembre, début janvier. Je me rappelle D'accord. plus de la date, mais à peu près, je crois. C'est soit le 20 décembre, soit le 3 janvier. Un Ok. truc entre les deux. Du coup, là, pareil, pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, qui connaîtraient pas, en gros, Marketing Mania, donc il a une grosse chaîne YouTube et il fait des formations. Sa première, je crois que c'était pour se lancer et monter un business en ligne de A à Z. Donc, bah, je pense que c'est taillé pour si on veut vendre des formations en ligne, mais pas que. C'est surtout, oui, pour faire le système entier où tu acquiers enfin, tu te fais connaître en ligne. Et puis après, tu apprends à vendre et puis à délivrer ta prestation, avoir les bons avis clients et puis que ça grossit comme ça. Il y a aussi de la productivité, une formation sur la productivité, sur le copywriting, et puis bah, pour devenir freelance aussi. Hmm. Franchement, il y a plusieurs formations que je trouve pour le moment des formations de qualité. Ouais. Donc en fait, ça fait relativement tôt le fait que tu te lances sur Point Codeur. Oui, sur Camcoder, c'est un projet tout frais, tout neuf, Ouais, euh, que je commence et que j'envisage à peu près de travailler dessus entre 1 an et 2 ans pour que la machine tourne. ouais, Quand même, là, on parle pas de la même machine, là, on parle d'une machine qui va tourner tout seul sans avoir mon temps comme essence ou comme énergie. ouais. Donc, c'est une machine, au départ, je vais offrir un max de temps entre 1 an et 2 ans pour qu'elle elle puisse tourner tout seul. Donc, j'espère que dans 2 ans, je puisse avoir un revenu de entre 2000 et 3000 euros net par mois Ok. avec ce projet. Tu peux nous dire un peu je sais pas si ça te parle, le marketing mix. Le terme, non, Si tu mais as bien, bah, dans le déclic, je crois que ça y est, mais je suis même plus certain. En gros, pour définir le business, ton moyen de promotion, ce serait quoi pour Concodeur? moi, mon moyen de promotion, c'est la chaîne YouTube. Ouais, D'abord, c'est la chaîne YouTube. ouais, Parce que principalement, c'est un canal d'acquisition pour les développeurs web qui est très présent. ouais, Les gens qui font de l'auto-formation, ils vont directement sur YouTube parce qu'il y a plein de vidéos, plein de tutoriels. ok, Donc, tout le monde passe sur YouTube.
Ouais, Même si la communauté française elle est moins grande que la communauté américaine, par exemple, un YouTuber qui veut faire ce que j'ai fait, ce que je veux faire plutôt moi, il peut s'attendre à entre 2000 k jusqu'à 1 million de followers. Alors que ici en France, si j'atteins les 50 k de followers, je commence déjà à être dans la ouais, moyenne des gens. Donc, YouTube, je pense, c'est le premier canal d'acquisition. J'avais commencé à penser aussi à créer un blog. ok, Euh, Sauf que en tant que débutant, le blog, c'est pas ce qui intéresse le plus. Un blog, c'est plus pour les gens qui ont déjà appris et qui sont en train de développer un site web et qui ont une erreur par ici, par là. Donc, c'est moins intéressant. Mm. Et puis il y Et a plus de monde aussi que sur YouTube, je pense. je crois qu'il y a moins de monde. Pour les blogs en français, il y a moins de monde. D'accord. Il y a, dans les blogs en anglais, il y en a beaucoup. Ouais, Euh, Même aujourd'hui, quand j'ai envie d'apprendre des nouvelles par rapport aux nouveautés des logiciels, je vais sur des blogs anglais. ouais, Mais pour les blogs français, je crois, il n'y en a pas, presque d'accord. pas, je dirais. Euh, mais personnellement, quand j'ai analysé la concurrence, il y a deux principaux canaux d'acquisition, c'est YouTube et Instagram. Et tu ne peux pas faire Instagram sans YouTube. Tu peux faire YouTube sans Instagram, Ouais, mais jamais Instagram sans YouTube. ok. Et tu comptes te lancer sur Instagram aussi pour faire ta promo? Quand j'aurai atteint un bon chiffre sur YouTube, dans le sens un chiffre qui peut être dans les 3000, 4000, Ouais, je serais intéressé de faire une chaîne Instagram. Et là, ça sera plus pour les gens qui me suivent, pour les gens qui me suivent, pour leur montrer mon quotidien de développeur. Pourquoi ouais, pas leur montrer des photos que en ouais. réunion, des photos de daily, et leur montrer un truc vraiment du quotidien d'un Ouais, développeur d'entreprise. plus intime quoi, la face cachée. Effectivement, c'est plus pour l'intimité. Et surtout, ça sera légitime parce que j'ai des gens qui sont prêts à me suivre sur Instagram aussi. Ok. Du coup, ça c'est la promotion, donc c'est un des quatre piliers du marketing mix. Après, c'est comment tu les acquiers ces clients. Tu vois, une fois qu'ils t'ont connu sur YouTube ou Insta, comment après tu les convertis en clients? Ça c'est un truc que j'ai appris en passant de salarié à entrepreneur. C'est que pour être entrepreneur, il faut savoir se vendre. Et pour savoir se vendre, la clé que j'ai trouvée et que je trouve que c'est très puissant, c'est tout simplement d'apporter la valeur. Et bien sûr, donc, en m'aidant grâce aux formations de Stan et grâce à ses conseils, je compte les utiliser pour apporter le plus de valeur à quelqu'un qui vient de me connaître, Ouais, soit en répondant à des questions, soit lui donner une nouvelle vision, soit à l'aider à améliorer son code, soit même l'aider à apprendre un des langages. Parce que ouais, le but, c'est pas vraiment de lui dire je suis là pour parler, après si tu as envie d'apprendre un langage, tu dois payer. Non, je peux vraiment lui donner de la valeur et de l'accompagner, lui donner confiance en lui, lui donner des choses que voir des vidéos sur YouTube, ça ne pourra pas lui donner. Et c'est au moment où il aura vraiment trouvé mon contenu très pertinent ouais. que je vais l'emmener vers acheter des formations un peu plus poussées, plus améliorées, des informations où tout simplement il a besoin de payer de l'argent parce que c'est un travail fourni de qualité Ouais, que je lui proposerai. ouais, ok, je comprends. Donc, du coup, tu vendrais via ton site web? Je vendrai via ma... Ouais, si tu veux, via mon site web, mais ouais, la chaîne d'acquisition, ça sera YouTube qui va m'emmener vers mon site web. Et ensuite, dans mon site web, il y aura bien sûr les formations avec une autre plateforme de vente de formation comme, je dirais pas Udemy, mais je dirais Schoolmaker, un truc du genre. Ouais. Donc, Schoolmaker, c'est pareil, c'est un outil qui s'appelle la famille des LMS. Donc, tout à l'heure, on a vu les CMS, c'est Content Management System, et le L de LMS, c'est Learning. Donc, en gros, c'est un système pour héberger des formations. Et Schoolmaker, c'est la solution créée par Stan, donc de Marketing Mania encore, et qui veut se spécialiser dans la formation hybride, dans le sens où la plupart des formations en ligne aujourd'hui, c'est des vidéos
qu'on suit. Alors, on peut télécharger des ressources, mais c'est assez limité. Et là, sur Schoolmaker, la promesse, c'est d'intégrer la communauté directement, donc avec un forum et puis des questions qui sont liées aussi aux formations, et de l'accompagnement qui s'insérerait de l'accompagnement individuel, les groupes de travail, les accompagnements de groupe, les questions auxquelles il répond à tout le monde. Enfin, voilà, donc formation hybride où ça, c'est un peu plus poussé que ça. Ok. Du coup, un pilier aussi du marketing mix, c'est le prix des formations ou le prix des services. Du coup, et avant de parler du prix, on va peut-être parler du P d'avance, c'est le produit. Mhm. Du coup, tu vendrais des formations, des prestations, des conseils. Je vendrais principalement des formations. Moi, quand j'ai commencé en tout cas à faire l'auto-formation en développement web, j'ai eu vraiment du mal à trouver une bonne formation qui est très complète. Au départ, j'avais tenté les formations qui sont dans Udemy. Ouais, Je suis pas en train de les bombarder, sauf que moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça complet. Peut-être que ok. j'ai pas pris la bonne formation ou je suis pas tombé sur le bon. Mais en tout cas, les deux formations que j'avais achetées, je les ai pas trouvées complètes. Surtout que j'avais déjà des connaissances en informatique. Donc, des fois même, j'étais en train de lui dire, fallait mieux que tu parles plus de cette partie de ce langage-là. Donc, peut-être que je demandais un peu plus que ce que lui offrait. Ouais, Euh, mais en tout cas, personnellement, vu que j'ai passé par l'auto-formation, je sais exactement les questions que je me suis posées et je saurais bien les répondre avec précision. Donc, ça sera vraiment d'abord le produit, il sera composé de formations qui vont lui ouais, apprendre le langage, comment l'utiliser avec quelques exercices. Et dans le même package, je pense il y aura des projets à faire. Et quand je dis des projets, c'est pas seulement des projets dans le sens où fais-moi ce site web et basta, comme on peut voir ça dans d'autres formations. Je pense plus à faire un mix de projets qui va donner à l'apprenti une sensation d'être dans le monde de travail, une sensation à se poser les vraies questions, à aller être dans la peau d'un vrai développeur web, de se poser les bonnes questions, comment. Donc, c'est un type de projet que je suis en train de construire dans ma tête, ouais. mais le but, c'est à peu près ça. Et pour finir, pourquoi pas, c'est là où ça rejoint ce que tu as dit au départ, commencer à l'accompagner pour trouver sa première mission et pourquoi pas parler avec lui 2, 3 mois Ouais, après en entendant ses accomplissements. ouais. Bah ça, je peux témoigner. Si jamais un jour vous allez chez ISMA pour les formations, dans notre groupe de travail, on a Michael qui, du coup, en appliquant tes conseils, puis un peu les nôtres aussi, mais c'était le tien qui était sorti du lot, il a pu trouver son premier client en freelance. Enfin, sur une plateforme. Il avait déjà fait des prestations, mais là, sur une plateforme, ouais, tu lui avais dit, c'était quoi le conseil? Bah, effectivement, c'est un conseil qui vient, par exemple, comme je te dis, le chemin qui emprunte Mike, c'est un chemin que j'ai emprunté moi aussi au départ. Ouais, Et du coup, le conseil, c'était quand il reçoit un premier message d'un potentiel client, la manière pour y répondre, c'est d'abord lire bien sûr le contenu de son message, le reformuler. Dans sa réponse, il doit reformuler le contenu de son client, le contenu du message de son client. Ça va laisser à la personne qui va lire la réponse à se dire effectivement cette personne a compris mes besoins. Ensuite, il pose 2, 3 questions, vraiment des questions dans le sens est-ce que vous voulez faire ça ou ça avec un point d'interrogation à la fin. Parce que ça va permettre au client de se dire, OK, il a compris mes besoins et il est en train de me montrer des recoins de ma requête que je ne connais même mm, pas. mm, Donc, il a réussi à se projeter déjà dans ce que je veux faire. Et ensuite, conclure directement par proposer un entretien téléphonique de ouais, vive voix, ce qui va montrer à la personne qui va lire la réponse que vous êtes vraiment intéressé par la mission et vous êtes prêt à donner un peu de votre temps pour écouter ouais, et accueillir les données de la personne. ouais. Ouais, donc en gros, en posant des questions, ce que tu dis, c'est que bah, tu montres qu'il est intéressé. Enfin, déjà, en reformulant, tu montres que tu as compris sa demande. Les questions, ça montre bah, que tu connais ton domaine.
Et Mhm. puis en demandant l'appel, en fait, tu tends la perche pour qu'il réponde à tes questions et avoir le premier contact au moins, chose que les autres ne font pas forcément, quoi. Les Ok. autres, instinctivement, quand on ne sait pas au départ, on a plus tendance à dire, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je serai bon parce que voilà, j'ai déjà fait tel projet. Mais en fait, la personne, ce qu'elle veut, c'est entendre parler d'elle. Et, et donc là, avec ta stratégie, T'as totalement ouais, raison. La méthode que tu viens de décrire, qui est utilisée je dirais, qui est utilisée par la majorité des gens, c'est comme tu as dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je saurais faire ce que tu me ouais, dis et appelle-moi. Et ça, je l'appelle sur une méthode de vente très directe qui se base, qui n'a aucun sens parce que le client, tu lui dis j'ai fait ça, il n'a aucune preuve. ouais, Mais quand tu lui montres que tu as compris, tu lui prouves que tu sais comprendre son besoin. Quand tu lui poses des questions, tu lui prouves que tu sauras le faire. Et quand tu l'invites à discuter, mhm, tu lui prouves tout simplement que tu sais parler et que tu es prêt à te vendre. ouais. Et, et aussi, bah, comme tu dis, je pense qu'il y a aussi un autre niveau, tu sais, qui est peut-être un peu plus psychologique, où le client, enfin en tout cas moi en tant que consultant, j'ai pu le voir, quoi. Il a toujours besoin de garder l'ascendant. Tu vois, si jamais il perd le contrôle il va moins, enfin à moins qu'il te connaisse, mais c'est vrai que si tu lui laisses, voilà, lui qui guide la conversation par rapport à ces choses, et que c'est lui qui arrive à ta solution naturellement, c'est plus simple que si tu donnes les conseils de but en blanc. Effectivement, c'est plus, euh, je l'appelle, bizarrement, ouais, si ça peut passer, dans le sens où Vas-y, comment? Vas-y, dis-le. personnellement, même entre client et prestataire, Ouais, parce que moi me vois comme prestataire, quand j'essaie de négocier une nouvelle mission ou un nouveau client, pour moi, c'est même un jeu de séduction, dans le sens, des fois ouais. même, la mission m'intéresse énormément. C'est ça qui te faisait sourire. Oui, parce que pour moi, c'est un jeu de séduction, dans le sens, j'essaie que c'est lui qui essaie de me vouloir. Ouais, J'essaie de faire en sorte que c'est lui qui me veut, ouais, que je lui montre vraiment que c'est moi que je le veux. J'essaie plus de lui donner, de faire en sorte que lui se dit, ouais, c'est celui que je veux, je suis prêt à ouais. l'appeler, je suis prêt à payer pour ça, tant pour ça, que se dire, ah, mais je suis là, moi, je peux le faire, donne-moi de l'argent et je peux le faire. Ouais, je vois tout à fait l'idée. Je pense que finalement, c'est toujours quand on négocie quelque chose ou quand on doit persuader, c'est vrai que on y a une position qui doit être bah, peut-être ouais, un peu basse pour que ça soit le client voilà, qui prenne les devants quelque part. Ouais, bah, parce que ce qui rejoint ce que tu as dit, tu préfères laisser au client de venir vers Ouais, toi enfin, pour... moi c'est ce que je dis, mais j'ai énormément de mal à le faire. Enfin, moi j'ai toujours et dans mon nouveau projet, c'est aussi quelque chose que je dois toujours remettre en question, de bien voilà laisser l'autre être dans l'écoute et moi c'est vrai que j'ai ce truc en moi qui est complètement contre-intuitif. Moi, si le client il me dit des conneries, j'ai envie de lui dire non mais là tu te trompes, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et c'est extrêmement difficile pour moi de voilà, d'essayer d'amener par des chemins pour amener à la solution. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais su bien faire. Et là, Mhm. récemment, je pense que un livre qui m'aide beaucoup, c'est, bah, je sais plus ce que c'est, et il est en bas, donc j'aurai pas le titre, mais euh, c'est pour bien communiquer en tant que thérapeute. Donc on peut Ok. se dire, ça n'a rien à voir. Mais Mhm. finalement, c'est comme la séduction, c'est comme dans le commerce ou quand on est ou dans la vente, euh, un patient ou quelqu'un, c'est pareil, tu peux pas lui dire fais ci, fais ça de but en blanc. Bah là, tu te trompes parce que sinon l'ego il va se braquer. Enfin, Mhm. Mhm. exactement comme dans la séduction ou dans la vente. Et Mhm. l'idée, voilà, c'est de poser des questions qui sont plutôt orientées, de manière à ce que ce soit la personne elle-même qui se dise ah bah oui là c'est vrai que c'était peut-être pas la bonne solution, il faut que j'essaye quelque chose d'autre.
Mm. Et en plus, en faisant ça, c'est d'autant mieux que chaque personne a sa propre vision du monde, le client aussi. Et Mhm. c'est à lui de trouver que la solution qu'on apporte s'intègre à cette vision du monde. Et c'est sûr que quand ça vient de lui, c'est forcément meilleur. Ouais, en fait, tu lui donnes la graine et tu la laisses pousser à peu près dans son cerveau pour que c'est lui qui puisse l'accueillir et être prêt Ouais. à la manger, si on peut dire ça. Du coup, Ismaël, on voit bien ce que tu vends, l'idée de faire des formations sur peut-être Schoolmaker, donc un logiciel haut de gamme. Comment tu te positionnerais en termes de prix? Bah, au niveau des prix, quand j'ai commencé à étudier la concurrence, c'est vraiment une fourchette de prix qui est très grande. Tu peux pas dire que le marché il est entre cette petite fourchette, je peux me positionner dedans. Ouais, Ça commence vraiment à des cours de 10 euros sur Udemy, ouais, à des cours qui peuvent aller jusqu'à 250 à 300 euros chez des gens qui ont leur propre communauté. ouais, Euh, Personnellement, je pense qu'au moment où je vais poser le prix, je vais me dire, je vais essayer de revenir à la peau de moi quand j'étais en auto-formation, en sachant ce que cette formation, elle va me ramener. Et je vais me ouais, dire combien je suis prêt à payer, ou au moins, je vais dire combien je paierai pour cette formation. Et je vais me dire, mon argent, il n'a pas été perdu pour rien. Je suis très heureux d'avoir payé ça ouais, pour avoir ça. Donc vraiment, quand je commence, dans ma tête, en fait, j'ai soit avoir un cours d'un seul langage, et là, j'ai l'impression que ça sera à peu près, pour le moment, hein, ça sera une fourchette entre 100 et 150 euros pour un seul langage. Ensuite, si ça sera le package complet, ça veut dire langage plus projet plus accompagnement, ça sera, je crois que j'avais dit, ce sera entre 500 et 600 euros, les trois. Et si j'arrive, ça c'est à peu près, genre vraiment, j'imagine à peu près le bout du projet, c'est que dans 4 ans, j'ai réussi à faire tous les langages nécessaires pour devenir développeur web front-end. Et ce sera le package, tous les d'accord. langages, tous les projets, et vraiment un suivi individuel. Là, je crois que ça sera à peu près entre les 2500 à 3000 euros. Ok. Ouais, ok. Donc plutôt le haut du panier, quoi, haut de gamme. Oui, c'est le panier tout complet. Genre, tout simplement, tu prends ça et dans un an, tu es sûr d'être un développeur web front-end Ouais, et tu as ton salaire que tu veux. Genre, tu es certain. C'est pour ok. ça que je me dis, si tu es certain d'avoir ça, à la fin, tu es prêt à payer 3000 euros pour un an Ouais, et tu sais que tu vas être remboursé dès tes 2, 3 premiers mois en tant que salarié ou ton premier mois en tant que freelance. ok. Et combien de temps tu y alloues à ce projet? Par semaine ou par mois? De coin de codeur, Ouais, euh, normalement, ouais, Normalement, je loue à peu près 8 heures par semaine. Sauf des fois où j'ai un peu d'obligation, je suis forcé à le louer moins. ouais, Mais en général, quand tout se passe bien et tout ce que j'ai dans la tête fonctionne, c'est à peu près 8 heures par semaine. J'y pense aussi quand je travaille pas, genre quand je vais à la salle de sport, c'est le moment pour moi, la salle de sport, c'est un peu le moment où je mets en ordre tout ce qui tourne dans ma tête. Et ouais, du coup, des fois, je suis dans la salle de sport en train de se dire, OK, si je fais cette vidéo-là, qu'est-ce que ça serait mieux que je parle au début, au milieu. Donc, le projet, il reste toujours dans mes pensées, ouais, mais vraiment, le temps où je travaille, ou vraiment ouais, dessus, c'est à peu près 8 heures par semaine. ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment ce temps caché où on croit qu'il se passe rien. Puis en fait, des fois, on part le soir et on a buté, ça fait 3 heures qu'on bute sur un truc et le lendemain, on revient en 5 minutes, c'est réglé. C'est parce que même si on pense qu'on travaille plus, ça travaille quand même en tâche de fond. Oui, ça bizarrement, j'ai vu une vidéo, c'était qui? Je ne me rappelle plus du nom, mais c'était d'un expert du sommeil dans Impact Therapy. Impact Therapy, c'est tout simplement je dirais pas un podcast, mais je dirais un, un interview. Donc, c'est un interview sur YouTube où chaque fois, tu as des spécialistes, soit scientifiques, soit de médecine, soit tout simplement des influenceurs. Et cette fois, c'était un spécialiste du sommeil qui disait que quand tu dors, ton cerveau, il travaille sur tout ce que tu as essayé. Genre, il refait, il traite toute ta journée.
Et si tu as bloqué pendant la journée sur un point, il travaille, vu que tu t'endors, il travaille 100 fois mieux. Et du coup, il travaille sur ce point, d'où le fait qu'au lendemain, tu as la solution, mais tu sais Ouais, pas. Des fois, le lendemain, tu te réveilles, la solution vient très rapidement. ouais. Mais la raison, c'est que pendant ton sommeil, tu y as pensé inconsciemment. Des choses avant que je passe aux deux petites questions de la fin. Euh, Ouais, j'ai un petit truc à dire en fait. Ouais, Je sais pas si je suis légitime à le dire, mais euh, je conseillerais vivement les gens de devenir entrepreneur. Personnellement, je préfère largement être entrepreneur que salarié. Et s'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui a un peu de doute ou qui a peur de se lancer, je peux le rassurer en disant que cette peur et ce doute, il ne va pas disparaître. Il va y rester. Donc, il ne doit pas t'empêcher à aller et prendre le pas et aller à l'aventure. Parce que surtout en entrepreneur, tu vas enchaîner un projet après projet. Et du coup, à chaque fois que tu vas enchaîner un projet, tu auras un peu de peur et tu auras un peu de doute. Il faut juste se lancer. Donc, et si surtout ce que tu as envie de faire, des gens l'ont déjà fait, il n'y a pas de raison pourquoi tu ne pourras pas le faire. merci Isma, c'est tout à fait vrai. Du coup, tu as spoilé, c'était ma dernière question. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se Ok, lancer. ok, bah du coup, on passe directement à la première alors. Bah, la première, c'est on lit pas mal en général quand on se Hmm. lance dans le business, que ce soit pour des livres de développement personnel, pour bah voilà, avoir toutes nos capacités ou des livres de business pour faire les bons choix. Est-ce que toi, tu as un livre de prédilection à nous conseiller? Je dirais, j'ai un livre de Simon Baker qui s'appelle Commence toujours avec le pourquoi. D'accord. Je Start with pense que c'est why. Sinek le nom du gars. Ouais, C'est Simon Sinek, je crois. ouais, je crois, c'est Simon Sinek. Ouais. Ouais, ouais, ok. Bah, c'est lui, en fait, c'est Ouais, c'est à un, moins que je me c'est trompe, hein. un, c'est un, c'est un leader. Bah, c'était un leader. Aujourd'hui, il est plus un conférencier qui accompagne les entreprises pour les aider à manager leur équipe. Ouais, Et si je peux résumer le livre en une seule idée, bah, c'est dans le titre, il te dit commence toujours par pourquoi, dans le sens où euh, n'aille pas faire quelque chose juste parce que tu as vu des gens le faire, mais avant de commencer, il faut vraiment que tu te donnes la bonne raison pourquoi tu es en train de le faire et que cette raison soit vraiment très claire pour toi parce que c'est elle qui sera ton moteur d'énergie. ouais, Et pour moi, c'est un truc que j'applique, je dirais pas tous les jours, mais que j'applique dans tout ce que j'essaie d'entreprendre. Parce que des fois, des jours, on n'a pas de motivation, des jours sont un peu compliqués, les choses se passent pas comme on veut. Et c'est vrai que si tu n'as pas une raison que tu connais vraiment et que ça te touche, tu peux facilement te démotiver et laisser les choses traîner par ici, mm, par là. D'où le fait que j'aime bien ce livre, il t'aide un ouais, peu à apprendre à trouver ce pourquoi et à te donner une énergie qui est plutôt stable mm, et qui est prête à te permettre de finir les choses même quand tu n'es pas motivé, même quand il y a les ouais, choses qui ne vont pas de ton côté. ouais, tout à fait. Et même côté marketing, les gens le ressentent à travers les produits, à travers comment on écrit, si c'est juste pour vendre ou si vraiment il y a une vraie raison derrière. Après, c'est peut-être un peu intime, mais est-ce qu'on peut savoir ton pourquoi, du coup? Pourquoi je suis devenu entrepreneur ou pourquoi je suis en train de faire le projet? Ouais, qu'est-ce qui te motive du coup? C'est quoi ton pourquoi de Euh, Concoder? Mon pourquoi, tout simplement, ça vient du fait que le style de vie de salarié, je l'aime pas du tout. Je me sens pas heureux en tant que salarié. Ouais, En sachant que je vais de 8 heures à 18 heures et qu'à la fin du mois, supposons même, j'aurai 3 000 euros, je pense pas que c'est un style que j'aime, que je sais qu'il y aura une personne en haut de hiérarchie que moi ou que je serais forcé à rester dans l'entreprise à la supporter parce que j'ai peur de perdre mon emploi. ouais, J'aime pas vivre sous cette pression et sous cette peur. Je préfère l'excitation que est-ce que je vais réussir un projet ou pas. Et je me sens vraiment, personnellement, je me sens vraiment vivant en accomplissant des projets et en prenant des challenges. Donc, c'est principalement pour ça. Après, il y a d'autres raisons qui viennent avec l'envie d'avoir une liberté financière, l'envie d'aller travailler partout dans le monde, mm, l'envie d'être libre ouais, de son temps.
il y a tout ça, mais la principale raison, c'est que j'aime plus la sensation d'être entrepreneur que la sensation d'être salarié dans une entreprise. Ok. Ouais, vraiment, presque, presque un besoin identitaire, quoi, de dire le Ismaël qui était, employé, c'est pas le vrai, quoi. Oui, effectivement. Il y a aussi, maintenant que tu en as dit identitaire, ça m'a fait penser, il y a aussi une sensation d'addiction. Parce que quand tu es entrepreneur, quand même, ça flatte l'ego. Pas dans le sens, ça flatte l'ego, je suis entrepreneur, ça flatte l'ego que tu as réussi à faire quelque chose Ouais, que tu pensais pas pouvoir le faire. Et ouais. ça te donne une sensation de confiance en soi très forte et tu te sens un peu, euh, limite, tu as de l'admiration pour tout. C'est pas de l'admiration, Non, mais mais tu... en Non, fait, mais moi, c'est la je, sensation de réussite, c'est ça. je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, avant de me lancer, jamais j'aurais pensé accomplir autant de choses. C'est vrai que, en fait, et puis on se rend pas compte. C'est vraiment quand on regarde un coup dans le rétroviseur. Tu vois, là, par exemple, je regardais, je m'étais replongé dans une formation de Stan qui disait des fois, parce qu'en fait, on a toujours tendance à comparer à celui à qui on veut devenir. Et donc, on se dit, mais pourquoi c'est pas tout de suite. Enfin, c'est chiant, quoi. Tu te dis, j'avance pas assez vite toujours. Mais quand tu te dis, il y a 2 ans, qu'est-ce que j'étais capable de faire mais là, c'est évident que moi, je me dis, avant que je démissionne, je regarde 2 ans. Il s'est Mm. rien passé en 2 ans presque. Enfin, Mm. j'étais le même, voilà, j'avais mon augmentation un peu. Bien que moi, c'est plus la liberté que le financier qui m'a vraiment, enfin, puis, ben, au final, c'était vraiment comme toi. Moi, j'avais l'impression de ne pas être le vrai David quand je faisais mes journées, voilà, qui m'intéressaient pas trop, quoi. Bah, effectivement, ce que tu dis par rapport au premier truc, par rapport à quand tu étais salarié, c'est vrai que c'est un point aussi qui est existant. C'est que au final, tu as une routine et tu n'as presque rien de nouveau dans cette routine. Toujours la même entreprise, le même emploi, les mêmes personnes. Et du coup, tu sens pas que tu évolues dans cet environnement-là. Et contrairement à quand tu es entrepreneur, je pense que quand tu es entrepreneur, déjà, tu as l'obligation d'apprendre chaque jour de nouvelles choses pour que tu Mm. puisses grossir ton projet. Mm. Et Ah oui, ça peut t'emmener à des même. chemins très différents qui te font rencontrer de nouveaux gens ou d'apprendre de nouvelles choses que tu vas tester, ce qui fait que tu évolues autant par expérience et autant par culture et autant par maturité. Ouais. Au début, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Au début, t'as pas le choix. Tu sais, quand il y a. Enfin, moi Mm. j'étais au chômage pendant assez longtemps. C'est du coup, j'avais travaillé. Donc, je pense que j'ai usé, peut-être pas jusqu'au bout, je sais même plus. Parce que ce qui se passe, c'est que ça, c'est vrai qu'en France, c'est bien fait. Je sais pas si c'est toujours comme ça. Mais au début, si tu fais 500 euros dans le Mm. mois, en fait, ils vont te compenser ils vont te compenser ton salaire. Mm. Donc, c'est-à-dire que ça te laisse le temps de te voir venir. Mais du coup, après, comme tu dis, c'est vrai que si t'as rien du tout, là, t'as pas le choix que d'avancer et t'avances certainement plus vite, quoi. Tu restes pas 3 heures à dessiner le petit bouton de ton site parce que tu te dis, là, il faut que je gagne des sous. Ouais, je comprends, Ouais. je comprends. Et franchement, moi, je serais très, très intéressé à qu'on change un peu les sièges et que ce sera moi qui te pose des questions. Parce que, D'accord. mine de rien, mon expérience par rapport à la tienne, je pense qu'elle est très, très modeste par rapport à la tienne. Toi qui as commencé, j'imagine, en 2014, c'est ça? Ouais. Ouais, toi qui as commencé en 2014 sur ton compteur, tu as à peu près 8 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et vu les Alors choses. 2014, j'ai fait le Joomla, mais par contre, je me suis lancé vraiment qu'en 2017. C'est-à-dire que je bosse. En fait, moi, j'ai fait le site de l'entreprise pour laquelle je travaillais parce que j'avais, enfin, ouais, bon, pour des raisons qui sont assez longues, mais bon, voilà. Moi, je passais tout mon temps à répondre au téléphone, à faire des devis, alors que si on avait eu un site en e-commerce, bah voilà, il y aurait plus besoin que je fasse 80% de mes tâches. Du coup, c'est Mhm. ce que j'ai fait et puis ça a super bien marché. Et du coup, j'ai fait des sites à côté. Après, donc de fil en aiguille, je me suis lancé. Ouais, bah, Mais j'imagine. J'ai vraiment plein de questions, hein, surtout lorsqu'on parle dans le groupe de travail, tu m'en as parlé au moins de deux, trois projets, ouais, notamment celui du drone. Là, tu as Signe Blanc, tu as une autre chaîne de YouTube. Donc, ouais. c'est quand tu veux, on peut Oui, je changer les pense que sièges. j'ai pas mal d'expérience. Par contre, moi, j'ai pas le.
Euh, En fait, si tu veux, là, je pense que le projet que je suis en train de lancer maintenant, c'est vraiment le premier Mhm. où j'ai envie de faire des sous un peu plus que ce que je faisais en tant qu'employé. Et moi, je pense que j'ai vraiment cette limite, c'est que chaque année, je fais exact. Alors que c'est pas du tout calculé. Enfin, moi, Mhm. enfin, tant que j'ai de l'argent, moi, ça me va. Et ben, je fais exactement à une centaine d'euros près ce que je faisais quand j'étais employé, tu vois. Et je Bah, pense que j'ai une limite quelque part qui fait que dès que je fais trop d'argent, je vais faire des vidéos, voilà, pour dire, voilà, on arrête et je bah, change de cap à chaque fois. Et donc je là, suis je vais presque prendre. sûr que Signe Blanc, ça va marcher. Tu vas passer le Ah cap grâce à Signe Blanc. Bah, j'espère. vu ce qu'on échange pendant les groupes de travail, franchement, j'ai confiance d'abord, j'ai confiance en le marché, ensuite j'ai confiance en toi, et Ouais, vu c'est les gentil. retours que tu as par rapport à tes premières expériences, Ouais. Non, bah, je pense que c'est aussi très bien engagé, mais bon, j'espère que tu auras raison. Merci, Isma. Et ben, du coup, je pense que ça touche la fin de notre entrevue. Isma, avec plaisir, un prochain rendez-vous peut-être inversé si tu veux, ça fait sur plaisir. ta chaîne YouTube ou même peut-être sur BienVoWeb, si ça te dit, ça me ferait plaisir de passer au crachoir. Et ben, sur ce, je vous dis à une prochaine fois. On passe peut-être un bonjour à Christelle et Mickaël. Ouais, surtout à Christelle et Mickaël. Ouais, on vous embrasse tous et puis à une prochaine fois. Ciao!